18h. 18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, nous allons recevoir Emile Hassani pour venir nous parler de ce dossier juteux qui a fait certainement couler un cri salive, le dossier Bukangalozo, Matata Ponyo. Il sera de notre, et voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct processus électoral. Nous allons en parler aujourd'hui encore dans ce dossier du soir de Kinshasa direct. Mais bien avant, de l'autre côté, nous avons ici Lona. Bienvenue à vous. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Place à l'actualité. Affaire Bukangalozo, la Cour constitutionnelle va relancer la procédure pour Matata Ponyo et le Sud-Africain Christo. La saisine n'a pas été régulière à leur égard. La prochaine audience est fixée au 4 septembre. Remise contradictoire par contre pour le prévenu Deogracias Mutombo qui a été régulièrement saisi. État de droit et ses contradictions en RDC, Jean-Marie Kassamba reçoit maître Taylor Lubanga, avocat et professeur d'université, ce lundi dans l'émission JMK Today. Un rendez-vous à n'y pas manquer. Et comme annoncé la veille, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a dévoilé ce lundi les noms des meilleurs lauréats des 6 provinces éducationnelles. Il s'agit notamment du Kwango 1, Maïndombe 2, Lualaba 2, Kassai Oriental 1, Kinshasa Funa et Plateau. Sans brandir un document quelconque, le bâtiment commercial de la concession de l'Institut géographique du Congo a subi une destruction d'un de ses locaux par des Indiens qui ne se sont pas présentés. Les victimes qui ont perdu leurs biens, des valeurs et l'argent ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une implication avant que le pire n'arrive. Présidentielle au Zimbabwe, l'élection intervient ce 23 août 2023. À 2 jours du scrutin, le décor est déjà planté pour élire le nouveau président. Ces élections qui se tiennent en même temps que des élections législatives et sénatoriales. Le président sortant Emerson Mnangagwa de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Fonds patriotique, qui est éligible à sa réélection, affrontera mercredi Nelson Chamisa, chef de l'opposition. Retrouvez à 19h Bédrine Kenge dans la grande édition du journal. Entre-temps, Kinshasa Direct continue avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci pour cette livraison d'informations. Nous allons recevoir tout de suite M. Emile Hassani. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais.
L'audience a été prévue pour aujourd'hui, mais renvoyée pour le 4 septembre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un défaut de saisine. Nous allons essayer d'en parler avec Maître Émile Hassani. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David Kilolo. Voilà. Vous êtes passé ici, vous avez parlé que Matata ne devait pas se présenter, mais aujourd'hui, il y a eu audience. L'affaire Bukangalozo était close, mais ça continue. Bien sûr que oui, il faut dire que sur le plan des droits, surtout les droits constitutionnels et les droits pénals, l'affaire dite de Bukangalozo était déjà close lorsque la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt RP 0001, cela remonte de 2021, et que conformément au droit positif congolais, l'affaire était déjà close. Mais on n'a pas compris, parce que dans ces dossiers, nous partons de rebondissement en rebondissement, sans aucun motif valable ni raison valable. On a été surpris de constater dans les réseaux sociaux que la Cour constitutionnelle avait invité l'honorable Matata Ponyo à se présenter devant elle en date de séjour. Il faut noter ou souligner que M. Matata Ponyo, sa famille, ses proches, ses voisins, personne n'a reçu un quelconque document émanant de la Cour constitutionnelle, raison pour laquelle vous avez constaté son absence aujourd'hui. Mais puisque lui, il est dans la logique d'affronter la justice, comme nous ne cesserons de le dire, quand ça a commencé, il était à l'étranger, en Guinée, alors qu'on sait bien dans ces pays, quand on engage des poursuites judiciaires contre une personnalité politique, les premiers réflexes, c'est de prendre la poudre d'escampette. Mais lui avait résolu de rentrer au pays et affronter la justice. Laquelle justice, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, non sans raison, c'est conformément à la Constitution, de juger un ancien Premier ministre. L'affaire a connu un rebondissement, elle arrive devant la Cour de cassation. M. Matata Ponyo, une fois de plus, était à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique. Et puisqu'il est déterminé à affronter cette justice, il a écourté sa mission, il est revenu encore au pays pour affronter la justice. Cette fois-ci, il se trouve dans son pays, il est dans son fief politico-électoral, je cite la province du Maniema, particulièrement dans la ville de Kindu, ayant appris à travers les réseaux sociaux qu'il était invité à comparaître devant la Cour constitutionnelle, il a pu dépêcher ses avocats aller les représenter pour savoir de quel document la Cour a émis pour l'appeler à comparaître par devers elle. Mais cependant, M. Jean-David Kilolo, il faut souligner, le procès de séjour a un aspect purement pédagogique et regorge en elle-même l'audience de séjour, les symboles de l'état de droit. État de droit, non pas de promesses, mais état de droit tel qu'a voulu les constituants, la Constitution et ainsi que les lois du pays. Dans un état de droit, la Cour nous a démontré aujourd'hui la procédure pénale lorsque vous êtes poursuivi, la procédure veut que, ou les droits veulent que la juridiction par devers laquelle vous allez comparaître puisse vous inviter. C'est-à-dire, en français facile, vous envoyez un document. Alors, le document qui a circulé, c'est aussi une invitation. Bien sûr, alors, mais les documents circulés par des canaux non appropriés, c'est ce que j'étais en train de dire. La loi veut que ces documents de la justice ou de la Cour, en l'espèce la Cour constitutionnelle... Alors, qu'est-ce qui fait que l'autre a été régulièrement saisi, pas Matata et Christo Problème? Oui, effectivement, parce que l'invitation n'a pas respecté les prescrits légaux, les prescrits de la loi. La loi veut que lorsque vous voulez amener quelqu'un en justice, une personne en justice, que les documents de la justice lui parviennent chez lui à la maison. Ça peut être à personne, c'est-à-dire directement par lui-même. Les personnes qui vivent chez lui, ça peut être des voisins. Mais en ce qui concerne M. Matata Ponyo, les documents n'ont pas arrivé chez lui à la maison, encore moins auprès des voisins. Ce qui fait qu'il n'a pas reçu ces documents, il ne sait pas de quoi on lui reproche
Il ne sait pas comment et à quand il faut comparaître devant la Cour constitutionnelle, mais quand même, il s'était fait une idée à travers les réseaux sociaux. La justice ne marche pas selon les réseaux sociaux. La justice obéit à la loi. Raison pour laquelle M. Matata n'a pas comparu à l'audience de séjour. Et la Cour s'est déclarée non saisie à l'égard de M. Matata Ponyo et à l'égard de M. Christo Grobler, mais elle a été saisie à l'égard du troisième prévenu, M. Deogracias. Alors maintenant, la suite, c'est quoi? Donc, parce que, espérons que le 4 septembre, Matata Ponyo devra se présenter. Vous êtes un des avocats du parti. Ça sera quoi la suite, une fois qu'il sera là, le 4? Je suis un des avocats, en fait, nous sommes membres du parti de l'honorable Matata Ponyo. Un des avocats, c'est vrai, mais pas dans cette affaire. Écoutez, la suite, on a renvoyé au 4 septembre et on a instruit au greffier de régulariser la procédure à l'égard de M. Matata Ponyo, mais aussi à l'égard de M. Christo Grobler. Mais puisqu'ici nous parlons au nom de M. Matata Ponyo, la Cour a instruit au greffier de régulariser la procédure à l'égard de M. Matata Ponyo. Mais puisque j'ai dit l'audience de séjour a un caractère purement pédagogique, elle renferme en soi la suite de la procédure et même les passés. Dans les passés, nous avions dit, cher David Kilolo, que la procédure telle qu'enclenchée ou initiée contre M. Matata Ponyo n'était pas légale, elle était illégale. Et aujourd'hui, nous avions ce sentiment de réjouissance de voir la Cour constitutionnelle relever d'elle-même que les droits de la défense de M. Matata Ponyo n'ont pas été respectés. Est-ce que ça, ce n'est pas peut-être du bluff dans un premier temps pour un peu vous attirer, que vous commencez à faire confiance en cette Cour? Nous sommes les résistants de l'état de droit. Dans le passé, nous avions dit que la procédure n'était pas légale. Pour preuve, M. Matata Ponyo, ancien Premier ministre, on l'a considéré comme Premier ministre en fonction. Et les considérant ainsi, la Constitution voudrait que lorsqu'on veut poursuivre, là nous concédons, pour les autres, M. Matata Ponyo est Premier ministre en fonction, nous l'acceptons. Mais en tant que Premier ministre en fonction, la Constitution voudrait que lorsqu'on veut poursuivre un Premier ministre, que ça soit l'autorisation émane du Congrès, c'est-à-dire les parlements réunis en Congrès, la Chambre basse, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui décident, qui votent à la majorité des 3/3. Vous verrez que dans les dossiers, il n'y a pas une décision du Congrès qu'on appelle résolution. Dans le passé, nous l'avions dit. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas une telle décision. Nous l'avions décrié dans le passé, M. Jean-David Kilolo, lorsque la Cour de cassation s'est décidée d'elle-même de retenir certaines exceptions et demander à la Cour constitutionnelle... La Cour pourrait aussi peut-être revenir sur cet aspect de la saisine du Congrès. Mais ce sont des évidences. Je vous ai dit, le procès de séjour, en fait, l'audience de séjour, elle a été pédagogique. Il y a des évidences devant lesquelles... Est-ce que cet aspect pédagogique pourra-t-il se perpétuer dans d'autres audiences? Mais c'est ce que nous disons pour nous, parce que nous sommes du côté des droits. Nous sommes du côté de l'état des droits. L'état des droits veut que lorsque vous voulez poursuivre une personne, il faut respecter la loi. Parce qu'on les poursuit, nous sommes en matière pénale. Notre boussole, c'est la loi, les codes de procédure pénale. Qu'est-ce que le code de procédure pénale dit lorsqu'il faut traduire quelqu'un en justice? Le code de procédure pénale dit qu'il faut lui envoyer une invitation. Dans le langage du palais, on appelle ça citation. Ça peut être la citation directe ou la citation à prévenu. En ce qui nous concerne, c'est la citation à prévenu. La Cour, elle a été heurtée à cet obstacle légal aujourd'hui. C'est une évidence. Elle a remarqué, elle a constaté que la façon dont les greffiers a procédé n'a pas respecté la loi. Elle a été illégale. De la même manière, lorsque la Cour va continuer, va poursuivre avec l'instruction, et se rendra compte que dans les dossiers que lui présente M. le procureur près cette Cour, il n'agit pas
la résolution du Congrès qui autorise les poursuites contre M. Matata Ponyo, du reste, qui n'est pas Premier ministre en fonction. La Cour va se rendre compte, ce sont des évidences, va se rendre compte que dans les dossiers, par exemple, M. Matata Ponyo n'a pas été auditionné préalablement par les parquets. La Cour va se rendre compte, M. Jean-David Kilolo, que l'affaire Matata Ponyo était déjà close par son arrêt RP 0001. Et face à toutes ces évidences, face à tous ces obstacles, la Cour ne saura pas évoluer. Les obstacles persistent. Et ces obstacles sont des tailles. Et la Cour nous l'a démontré aujourd'hui. Elle ne pourra pas peut-être passer outre aujourd'hui, parce que déjà il est saisi, demander encore qu'il puisse aller au niveau du Sénat ou au niveau du Congrès réuni pour trancher sur cette affaire. Ça risque encore d'étirer les choses en longueur. Et que déjà vous avez Matata sur votre plateau, il faut certainement en finir avec lui. Monsieur Jean-David Kilolo, dans un état de droit, on ne se réfère pas aux sentiments, aux émotions, ni aux interviews. Quelqu'un qui passe à la télé dit non, écoutez, la Cour va faire ceci, cela. Non, on se réfère à la loi. La loi ne permet pas à la Cour d'évoluer dans cette affaire. Les principes sacro-saints du droit ne permettent pas à la Cour de continuer ou d'évoluer dans cette affaire. Et nous sommes confiants que la Cour ne saura pas aller au-delà. Parce que aller au-delà, j'ai toujours dit, ça sera du bricolage juridico-judiciaire, ça sera, en tout cas... Mais puisque la Cour est déterminée, et la Cour qui est revenue sur sa propre décision, et lorsqu'elle est revenue sur sa propre décision, qu'est-ce qui empêcherait à cette Cour d'aller aussi ultra petita? Mais déjà, parce que tout est permis avec cette Cour, à l'allure où vont les choses. Non, moi je ne pense pas autant. Nous l'avions toujours dit, nous le décrions toujours et nous le décrirons toujours. Lorsque la Cour fait bien, lorsque la justice fait bien son travail, nous applaudissons. Et lorsque la justice ne fait pas bien son travail, nous dénonçons. Et ici, nous disons que la Cour ne saura pas aller ultra petita, comme vous le pensez. Il y a beaucoup de moyens et ces moyens seront soulevés devant cette Cour par les avocats de M. Matata au moment opportun. Mais ce qui est important, c'est que les Congolais notent et ils ont toujours noté que dans cette affaire, M. Matata Ponyo n'est impliqué ni de près ni de loin. Et cette affaire, elle est plus politique que judiciaire. La preuve en est que vous avez vu M. Christo Grobler, le Sud-Africain. À chaque fois, lorsque la justice a besoin de lui, il s'est toujours présenté. M. Christo Grobler, c'est lui le gérant de la société qui a reçu les fonds de l'investissement du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et que donc, s'il y a des comptes à rendre, on devrait demander ces comptes à M. Christo Grobler, qui, du reste, nous le disons toujours lors d'une interview réalisée ici à Kinshasa, à la chaîne dénommée Congo Buzz par M. Christian Bossembe. Christian Bossembe, M. Christo Grobler a dit n'avoir jamais remis même $1 à M. Matata Ponyo, que ce soit lui directement ou par personne interposée. Et que donc, comme nous le disons toujours, le point d'orgue de cette affaire, c'est les rapports de l'IGF. Les rapports de l'IGF certifient que l'État avait pris les fonds et donné à la société Africom Commodities, la société dont le gérant se trouve être M. Christo Grobler. Et que donc, si M. Matata selon Ponyo, les inspecteurs de l'IGF, c'est qu'il se partagerait cet argent dans un restaurant entre Matata Ponyo et Christo Grobler. Et ce Christo Grobler a dit n'avoir jamais remis un seul rond. Pour suivre M. Matata Ponyo, ça va relever de la sorcellerie, non seulement de la sorcellerie, de l'acharnement et du gagnecerisme judiciaire. Et nous ne voyons pas par quel moyen, mécanisme M. Matata Ponyo est impliqué dans ces dossiers. Et ça, tout le monde le sait. M. Jean-David Kilolo, ne prenez pas les Congolais à des naïfs. Les Congolais savent que M. Matata Ponyo est victime d'un acharnement. M. Matata Ponyo n'a pas détourné même un seul rond. Je pense que vous suivez les modes de gestion actuels. Imaginez un seul instant s'ils avaient de preuves que M. Matata Ponyo avait détourné, mais ils allaient déjà les balancer dans les réseaux sociaux.
juste pour chercher à tenir son image. Mais le dossier est vide. Le tombeau est vide. S'il y a des comptes à rendre, il faut demander à M. Christo Grobler. Et M. Christo Grobler, M. Jean-David Kilolo, n'a cessé de dire que les fonds que l'État avait investis, avait mis à sa disposition, il les avait déjà utilisés et bien plus, il a pris les fonds de sa poche, c'est-à-dire de la société, pour ajouter. Et quand cela ne tient, M. Christo Grobler, pour revendiquer, pour réclamer, lorsque l'État a cessé de financer les projets, parce que les projets s'est porté à merveille. De 2014 à 2018, jusqu'à ce que M. Matata Ponyo, quelques mois de son départ du gouvernement, on a mangé les produits de Bukangalonzo ici. Et Bukangalonzo produisait. Quand il est parti, on a stoppé l'investissement. M. Christo Grobler a mis son argent et quelques moments après, il a commencé à alerter l'État congolais pour dire attention, vous freinez l'investissement, je suis en difficulté, je suis en train d'aller petit à petit vers la cessation d'activité, je ne sais plus payer le personnel, je ne sais plus payer du matériel et que donc il faut investir, il faut financer pour la deuxième étape. L'État congolais ne l'a pas fait à l'époque et M. Christo Grobler a traduit l'État congolais, ça c'est important. M. Christo Grobler a traduit l'État congolais devant la justice internationale et il a eu gain de cause. Donc, de toutes les façons, qu'il pleuve, qu'il neige, on ne sait pas asseoir la responsabilité pénale de M. Matata Ponyo dans cette aventure, dans cette saga judiciaire. Imaginez un seul instant, Monsieur le Premier ministre en fonction. Nous avons connu autant de cas de détournement. Je ne veux pas dire ici, le début du commencement, c'était les baptêmes. La fameuse affaire de rétrocommission. 15 millions de dollars ont pris la poudre d'escampette. 100 jours, autant de millions de dollars, plus de 57 millions de dollars, ont pris la poudre d'escampette. Alors que tout le monde, là, il y a des évidences, c'est qu'effectivement, on a détourné de l'argent et on sait qui ont détourné de l'argent, mais on a fermé Dieu. Il y a l'affaire RAM, l'escroquerie du siècle, M. Jean-David Kilolo. Plus de 350 millions de dollars qu'on a escroqués aux Congolais. Moi, j'ai été victime. M. Jean-David Kilolo, je ne suis pas votre avocat. Vous avez été victime de cette escroquerie du siècle. Des RAM. Rien n'a été fait. L'affaire Chile-Gelou, rien n'a été fait. Les fonds investis au jeu de la francophonie initialement, rien n'a été fait. Et ça et là, il n'y a que des détournements à telle enseigne. Pour certains, ils pensent que le détournement est devenu la caractéristique principale de la gestion actuelle de la chose publique. Et on ferme Dieu. Monsieur Matata Ponyo, victime d'un acharnement politique, écoutez, on a demandé à Monsieur Matata Ponyo d'adhérer plusieurs fois à l'Union sacrée. Il a refusé. On demande à Monsieur Patrice Kitebi d'adhérer à l'Union sacrée. Lui aussi, parce que lui aussi, il a été impliqué dans ce dossier aussi. C'est effectivement le caractère politique. Et vous nous donnez raison que le dossier est purement politique. Lui n'est parce pas mal, que M. Matata refuse d'adhérer à l'Union sacrée. Puisque M. Patrice Kitebi a accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Pour votre gouvernement, pour votre gouvernement, il est député, candidat député national dans la province de Kwango, plus précisément dans la ville de Kenge, dans les regroupements politiques INC et alliés. Du fait qu'il ait accepté d'adhérer à l'Union sacrée, on a mis fin aux poursuites judiciaires contre sa personne. Donc là, vous allez comprendre que le dossier, il est politique, il n'est pas judiciaire. Qu'on évite de donner la connotation judiciaire à ces dossiers, mais par contre, c'est la connotation politique. Et puisqu'on est déterminé à ne pas respecter la loi, qu'on cherche les règles politiques pour clouer, pour, je ne sais pas, on va l'égorger, on va les pendre, M. Matata Ponyo, parce que sa tête gêne, victime de son leadership de qualité, de son leadership de développement. Et voilà comment on dit il faut à tout prix l'écarter de la course à la magistrature suprême. Merci beaucoup, Monsieur Émile Hassani, de votre passage, surtout pour de plus amples éclaircissements. Nous attendons le 4 septembre pour la suite. C'est moi qui vous remercie, M. Jean-David Kilolo. Voilà, tout de suite, à notre invité.
la Constitution, qui est la loi suprême du pays, et les autres lois de la République doivent être respectées. Ceux-là qui nous gouvernent, nos dirigeants, y compris d'ailleurs le président de la République, qui lui a prêté serment de respecter la Constitution et de la faire respecter, que c'est elle qui a défini le modèle de démocratie que nous devons être, le modèle de l'état de droit que nous devons être. Personne en RDC n'a intérêt à ce que la Constitution soit une carcasse vide. Il faut que ces dispositions soient toujours considérées comme sacrées, soient toujours considérées comme d'ordre public, soient toujours considérées comme nécessaires à notre existence en tant qu'État. Nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et dans les cas qui nous concernent, les illégalités sont flagrantes, sont nombreuses, sont massives et répétitives. Respecter la République démocratique du Congo, respecter sa loi fondamentale. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Processus électoral en République démocratique du Congo et aussi autre dossier judiciaire, celui de Jean-Marc Kabund. Nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Bienvenue, messieurs. Vous êtes un des porte-parole, on peut dire, un des cadres du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund, monsieur Dioka. Merci, monsieur Jean-David. Voilà. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour parler d'abord du processus électoral tel qu'il a été entamé par le président Denis Kadima. Pour vous, vous n'êtes pas partant, c'est-à-dire votre parti politique. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme alternative? Bon, pour la énième fois, nous dénonçons d'abord le fait que nous soyons exclus, ce qui a été fait de manière illégale et irrégulière. Nous constatons que cette décision ou encore cette manœuvre fait en sorte que nous puissions considérer que le processus actuel a perdu une de ses qualités. Les qualités d'un processus électoral réussi, parmi il y a l'inclusivité. Et quand certaines formations politiques sont retirées de la course, quand certaines formations politiques refusent de prendre part aux élections, il y a l'aspect de l'inclusivité qui n'est pas mis en avant. Mais ça, ce n'est pas grave. Le plus grave... pour votre cas, ce n'est pas que vous aviez refusé. Pour votre cas, c'est qu'on vous a écarté. Vous n'aviez pas rempli certains critères au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est ce que je tentais de dire. C'est une fausseté parce que nous avons effectivement rempli toutes les conditions. Parce que si vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques et règlements politiques en RDC, vous y verrez là les conditions préalables et la procédure pour effectivement qu'un parti politique puisse exister. Parmi, il y a des mécanismes que l'État a mis en place, des mécanismes à défaut. C'est-à-dire qu'au bout d'un délai, si le ministère de l'Intérieur, par le biais du secrétariat général, n'arrive pas à répondre à ces exigences, notamment
a décerné l'agrément, automatiquement, le parti peut fonctionner et les récépissés est considéré par défaut comme l'agrément. Et je pense que nous sommes dans cette situation-là parce que nous avons déjà atteint ces niveaux-là où on avait les récépissés. La preuve est que nous avons eu le temps d'échanger de manière un peu permanente avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, puisque au bout d'un moment, quand nous avons enregistré le parti, il y avait un problème en termes des sigles. Au départ, le parti devait être, les sigles du parti devaient être AC. Mais arrivé sur place, dans le répertoire du ministère de l'Intérieur, il y avait déjà un parti qui portait les sigles AC. Alors, on a fait une autre démarche, on a annexé à cela un addendum qui... Donc vous allez vite voir que les sigles du parti n'est plus AC, c'est ACH avec un H minuscule. Donc là aussi est une preuve qu'effectivement nous avons travaillé, nous avons mené des démarches auprès de cette institution compétente à la matière. Mais au niveau du ministère de l'Intérieur, il y avait un parti Alliance pour le changement. Mais justement, il doit y avoir, puisque si on arrive au point où, parce que nous avons cet élément-là, les projets d'arrêté, qui doit être d'ailleurs un document interne, mais nous avons eu quand même l'occasion de mettre la main dessus. Si on arrive déjà à ces points-là, s'il ne reste qu'au ministre de l'Intérieur de poser sa signature et que le parti existe pour que le parti puisse avoir son agrément, vous comprenez qu'il y a une procédure qui s'est suivie. Je dois signaler ou rappeler que l'Alliance pour le changement a disponibilisé plus de 15 000 $ pour la création de son parti. C'est-à-dire qu'il y avait 10 000 $ qu'il fallait payer au trésor public et puis il y avait 5 000 $ des frais, et voilà, tout ce qu'on peut appeler frais administratifs. Donc nous existons selon les raisonnements de la loi, puisque la loi dit, au bout d'une durée, je pense, ça doit être de 15 jours, si le ministère de l'Intérieur ne décerne pas. C'est-à-dire que le législateur avait une intelligence complète. Il se disait que voilà, l'appareil de l'État peut souffrir des lenteurs. Alors, on ne peut pas préjudicier les partis politiques ou encore les particuliers. Alors, à défaut, le parti peut exister. Et je vais vous donner une autre preuve de notre existence. Nous sommes implantés dans toute la République démocratique du Congo. Nous avons un des meilleurs sièges. Dans 26 provinces? Oui, complètement. Ok. Nous avons un siège parmi les meilleurs de tous les partis politiques congolais. Un siège le meilleur? Un siège de pratiquement 3 étages avec plus de 4 ou 5 bâtiments. Au niveau délimité? Oui, à limiter. Nous sommes sur le boulevard, une prise imposante. C'est grandement marqué. Peu importe quand vous êtes sur le boulevard, dans ces rayons-là, vous pouvez facilement voir. Maintenant, expliquez-moi dans un pays sérieux. Une structure comme ça émerge dans le vide et pose des actions, mais on ne lui demande jamais de fermer. Parce que personne n'est jamais venu vers nous pour dire que voilà, quand vous êtes dans l'illégalité, fermez. Quand vous êtes dans l'illégalité, vous n'avez pas le droit d'opérer parce que vous n'avez pas fait de démarche. C'est parce que l'État vous reconnaît. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. La question des propriétés est un peu plus complexe. Bon, ça, ce sont des considérations purement internes. Ça dépend de notre administration et à notre capacité de mobilisation de fonds. On n'en parle pas. Mais moi, je parle du fait que comment un bâtiment aussi imposant dans une prise aussi publique peut émerger comme ça, à vue de tous, et on considère que cette structure-là ou cette institution-là n'existe pas. Pourquoi est-ce que les services de l'État ne se sont jamais rapprochés de notre parti politique pour nous dire de faire on sait bien que pas. Le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais là, vous êtes écarté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à exister ou à disparaître? Non, nous n'allons pas exister, puisque la base, le fondement de notre parti, ce n'est pas la conquête du pouvoir. En tout cas, pas tout de suite. Le fondement de notre parti. Permettez que je finisse, sinon je risque de dire ce que je n'ai pas voulu dire. Alors, le fondement, d'abord, dans une formation politique, doit être idéologique et déméré. Aujourd'hui, l'Alliance pour le changement a quel objectif? L'Alliance pour le changement veut refonder les Congo.
Parce que nous pensons, de notre manière de réfléchir, que pour aller vers le développement, il faudrait d'abord commencer par refonder le Congo. Et cela passe notamment par certains piliers qu'il faudrait réformer. Vous voyez? Et pour cela, il faudrait mettre aussi en avant les valeurs idéologiques. Nous sommes un parti démocrate. Nous avons une idéologie, la social-démocratie. C'est vrai que les élections est l'alternative la plus consensuelle et crédible pour nous, pour accéder au pouvoir, mais nous avons aussi un rôle de résistance et un rôle de combat, de lutte. Si aujourd'hui nous faisons face à une dictature montante, à une forme d'oppression, qu'est-ce que nous faisons? Que nous puissions laisser tomber la vision? Non. Ce qui nous maintient, ce n'est pas le pouvoir. Ce qui nous maintient, c'est d'abord l'idée que nous avons. C'est pour cela que vous allez voir que notre président national, c'est le seul prisonnier politique que je connais, jusqu'à ces jours, d'être en prison pendant pratiquement une année sans demander des repos maladie ou quoi que ce soit, sans tomber malade. C'est-à-dire que dans son esprit, le parti Alliance pour le changement, c'est un parti qui est né d'une rupture, un parti de lutte. Dans son esprit, il a été préparé à cela. Quand il a annoncé son divorce avec les régimes en place, quand il a lancé son mouvement politique, il savait que ça ne sera pas sans conséquences. Et nous assumons ces conséquences-là. Nous disons, même si les régimes en place décident aujourd'hui de nous mettre hors la course, qu'est-ce que nous faisons? Nous supervisons au moins. Parce que les élections, ce n'est pas une bataille entre les élites dans des plateformes qu'on peut appeler les formations politiques. C'est une affaire de tous les Congolais, ça veut dire les 100 millions de Congolais. Alors aujourd'hui, les processus électoraux, il y a certaines personnes qui voient qu'il faut aller au dialogue. Il y a d'autres aussi qui veulent à tout prix aller aux élections. Et vous, quelle est votre position? Dialogue ou pas? Nous voulons des élections. Vous voulez les élections? Nous voulons des élections qui remplissent des conditions. Ça veut dire que nous entrons dans l'esprit de la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi le respect des textes. Nous voulons des élections crédibles, transparentes, inclusives. Des élections qui remplissent tous les éléments qui pourraient nous garantir effectivement un processus électoral réussi. C'est ce que nous voulons. Je vais faire une petite parenthèse. Les régimes en place, les régimes de l'UDPS, peuvent échouer en tout. Le peuple congolais peut le pardonner. Mais qu'il nous donne des élections. Les meilleures élections, parce que le combat de l'UDPS, c'était d'abord le combat de la démocratie, de la liberté, de l'état de droit. C'était d'abord le combat où beaucoup de gens ont perdu leurs proches pour cet avènement. Mais arriver aujourd'hui et parler et cautionner ces types de réflexions, je pense que on pouvait encore y penser à l'époque de Kabila, puisqu'il n'y avait pas une alternance à la tête de l'État. Mais parler de ça aujourd'hui, excusez-moi monsieur, mais je trouve que c'est anachronique. Anachronique? Oui. Mais là, aujourd'hui, parce que selon certains experts, il n'y a pas la commande des kits électoraux, les financements poseraient des défauts, ou poseraient des problèmes. Nous sommes à quelques mois de la convocation pour les élections présidentielles. Mais rien n'est fait, c'est-à-dire les étapes importantes ne sont pas encore franchies. Vous ne voyez pas que le dialogue reste la seule alternative? Non, mais excusez, dites-moi, il y a un président de la République et son gouvernement. Il y a des acteurs, des opérateurs politiques qui gèrent le pays au quotidien. Ceux-là savaient que nous devions avoir des élections à un terme. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils savaient qu'avant les 5 ans, ils devraient organiser des élections. Mais s'ils ont failli non seulement à donner les substantiels à la population, s'ils ont failli non seulement à permettre à ce que la population puisse avoir accès aux services sociaux de base, s'ils ont failli sur tout le plan, mais ce n'est pas à nous que vous devriez poser la question de savoir s'il faut un dialogue ou il faut des élections. Ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question. Il faudrait d'abord commencer par mettre dans un carré et désigner les coupables, désigner cette personne qui nous a mis dans cette situation.
Parce que je pense que 2 ans avant, on pouvait déjà savoir que nous partons vers un mur. Alors, ce n'est pas maintenant que vous devez vous repousser vers les opposants ou encore vers la population pour parler des dialogues. C'est démoniaque, permettez que je le dise comme ça. Donc, nous connaissons ceux qui nous ont mis dans cette situation. Au moment venu, nous allons faire une déclaration de notre part et je pense qu'il y aura un état des lieux qui va être fait. Mais ce n'est pas à nous qu'il faut poser cette question. C'est au gouvernement en place, c'est au chef de l'État actuel. Jama Kakabound, voilà, revenons. Oui. Jama Kakabound, ce sera le 18 septembre. Non, le 6 septembre. Voilà, le 6 septembre qui sera devant la Cour de cassation. On lui a donné l'occasion de pouvoir donner toutes les preuves qu'il a accusé le pouvoir en place, mais il ne l'a pas fait. Non, bon, moi j'étais dans... j'ai commencé les procès dès le début, j'étais dans toutes les audiences. Il y a 12 préventions au total que le ministère public estime mettre à la charge du président Jean-Marc Aboud. Et dans la logique, ces infractions peuvent se regrouper en 4 ces préventions peuvent se regrouper en 4 infractions. On lui reproche de l'outrage au chef de l'État, au gouvernement, au Parlement et propagation de faux bruits. Alors face à cette situation, nous avons eu avec la partie défendeuse, avec le collectif d'avocats, nous avons eu le temps d'élaguer prévention par prévention, où on a démontré clairement qu'il n'y avait aucune infraction. Premièrement, à la conférence de presse du président, puisque le ministère public s'est appesanti sur la conférence de presse du président, Jean-Marc Abound, du 18 juillet 2022, pour dire que, voilà, il a tenu des propos outrageants et puis il a fait une propagation de faux bruits. Nous nous sommes appesantis aussi là-dessus. D'abord, le président Jean-Marc Abound a le droit de tenir de tels propos, partant du fait qu'il est opérateur politique, partant du fait qu'il est parlementaire et il est appelé au contrôle parlementaire, partant aussi du fait qu'il est opposant politique et candidat à la présidence aux élections présidentielles. Donc il en a pleinement le droit. Alors s'il faudrait prendre les propos qui retracent son opinion politique pour des infractions, et qu'on aboutisse à une condamnation, je me pose, monsieur Jean-David... là, maintenant, ce sont des opinions politiques. Mais justement, vous voulez que ce soit quoi d'autre? Oui, mais parce que quand il a parlé, il dit qu'il y avait l'argent qui sortirait... Le contexte était politique. Et qui s'envolerait... Cette allégation a été retracée comme propagation de faux bruits. Mais les ministères publics, tout comme le juge, ont demandé de donner la preuve. Mais la preuve a existé. Vous avez vu le scandale avec M. Vidi Chimanga. Vous savez, l'infraction de faux bruits demande à ce qu'il y ait certains éléments. C'est dans la doctrine. Je ne suis pas juriste, je passe sous réserve, mais j'ai participé au procès et j'ai retenu beaucoup d'éléments. Dans la doctrine, il faudrait d'abord que les propos soient mensongers. Est-ce que le président Jean-Marc Abound a menti quand il a parlé des sommes trébuchantes et sonnantes qui quittaient le pays? Non, nous l'avons vu avec l'affaire Vidi Chimanga. Et après cela, il faudrait que l'information ou les déclarations puissent être le présage d'une instabilité. Je ne pense pas que nous avons connu des moments d'instabilité, de troubles publics suite à ces propos. Merci beaucoup, M. Jonathan Dioka, de votre passage. Merci à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.